La loi Pacte, raison d'être, quel impact pour les entreprises, comment transformer une contrainte en opportunité. Je laisserai le soin à mon confrère Vincent de Féligon dans un instant de l'animer et de l'introduire, mais je vais demander d'abord à Agnès Pannier-Runacher, qui est la secrétaire d'État auprès du Premier ministre de l'Économie et des Finances, de venir nous rejoindre et de prendre place. Madame la ministre, si vous voulez bien, vous avez travaillé longtemps à l'élaboration, évidemment, de cette loi. Jean-Marc Borrello, le président du groupe SOS, qui est la première entreprise sociale en Europe, célébré à Davos en 2016, un de ceux qui a donné ses lettres de noblesse en France à l'économie sociale et solidaire. Merci de votre présence. Hélène Valade, la présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Madame, je vous en prie, merci beaucoup. Je voudrais ajouter que vous êtes cofondatrice du Collège de développement durable, le C3D, qui a beaucoup d'importance évidemment dans cet écosystème, qui fait beaucoup pour ce thème, cette thématique. Vous avez présidé aussi la plateforme RSE de France Stratégie. Xavier de Kergomo, vous êtes avocat associé senior chez Gilles Loiret-Nouel. Vous êtes spécialisé dans les financements, évidemment, d'actifs qui en particulier prennent en compte la RSE. Et Nicolas Guérin, autre orateur de cette table ronde, vous êtes le secrétaire général d'Orange, vous nous présenterez la stratégie d'un groupe comme Orange. Et enfin, je cède la parole à Vincent de Féligonde, chef du service économie de la Croix, qui a publié le sondage et l'interview, ancien patron du service international pendant 8 ans de la Croix. Vincent, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc le sujet qui nous occupe pour cette première table ronde, c'est loi Pacte, raison d'être, quel impact pour les entreprises, comment transformer une contrainte en opportunité. Nous avons la chance d'avoir dans notre panel une ministre, des responsables d'entreprise et spécialistes de la RSE et un juriste, ce qui nous permettra d'avoir des points de vue différents et complémentaires. Le point de départ de notre réflexion est la modification de l'article 1833 du Code civil dans le cadre de la loi Pacte. Depuis le 30 Ventose en 12, le 21 mars 1804, pour les rares d'entre nous qui ne sont pas familiers avec le calendrier révolutionnaire, il statuait que toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés. J'ai vérifié auprès de Xavier de Kergomo pour savoir si ça avait changé depuis 1804. Il m'a confirmé que ça n'avait pas changé. Donc, dans le seul intérêt des actionnaires et non celui des parties prenantes, salariés, fournisseurs, clients, voire la communauté affectée par son activité. La loi Pacte a donc ajouté un second alinéa qui dispose que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Même si on n'est pas juriste, ce qui est mon cas, on voit bien que l'évolution est sensible. Nous allons en parler. L'article 1835 du Code civil a aussi été modifié pour prévoir la faculté d'insérer dans les statuts de toute société une raison d'être. Mieux, la loi Pacte a créé l'appellation de société à mission, inspirée par les bicorps américains, qui va beaucoup plus loin. Avant de laisser la place au débat, je veux simplement rajouter que selon un décompte de Capitalcom fin mai, plus d'un tiers des sociétés du CAC 40 ont abordé le sujet de la raison d'être, 7 ont présenté le libellé en séance et 2 seulement, Atos et Carrefour, l'ont soumise au vote avec des scores soviétiques, respectivement 96,51% et 97,7% d'approbation. Ce qui me fait tout naturellement me tourner vers vous, Agnès Pannier-Runacher. Quelques mois après la promulgation de la loi, quel premier bilan dressez-vous ? 2 entreprises du CAC 40 sur 40, c'est pas beaucoup. Alors, la loi elle a été promulguée au mois de mai. Donc on est quand même sur un round assez court pour pouvoir évaluer la portée de la loi. Après, la vérité commande de dire que la loi, c'est 1 an de concertation. Le rapport qui a été rendu notamment par Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat, 1 an de discussion en Parlement, donc ça fait 2 ans qu'on en parle et il était possible de réfléchir au sujet avant la mise en œuvre de la loi. Mais je dirais qu'un tiers des entreprises du CAC 40 qui sont saisies et d'après nos informations, un certain nombre qui travaillent sur le sujet. Et je comprends qu'on ne sorte pas en Assemblée générale brutalement, sachant que la loi est promulguée au milieu du mois de mai et que les assemblées générales se déroulent tout au long du mois de mai et certaines dépassent le mois de juin. C'était pour vous titiller que je disais ça. Voilà. Donc ce qui va être intéressant, c'est le round suivant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va plus loin. Dans la loi Pacte,
on redessine un certain nombre d'éléments du capitalisme qui renvoient à ce principe de la raison d'être, mais qui doit être autant de leviers qu'on peut saisir. On a parlé de diversité. Moi, je note avec intérêt d'ailleurs que la diversité peut considérée comme un enjeu de responsabilité sociale et environnementale. J'avoue que je ne partage pas ce constat. Et je rappelle que la loi Pacte prévoit que pour tous les mandataires sociaux et de manière générale, il faut arriver à avoir une femme et un homme dans les candidats et jusqu'au bout du processus de recrutement. Et je pense que ce petit alinéa n'est pas complètement négligeable non plus. C'est des dispositions qui orientent l'épargne vers la transition écologique et énergétique. Donc pour revenir à la raison d'être, c'est un élément d'un dispositif plus large dont on peut se saisir, qui n'est pas obligatoire, mais qui a une vraie, finalement, occasion, opportunité de réfléchir à ce qui est l'ADN d'une entreprise. Et ça ressemble de manière étonnante à ce que vous retrouvez dans les startups et les startups qui ont réussi, qui est le Massive Transformation Purpose. Donc c'est aussi un levier de performance. Et moi j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs, soit comme M. Jourdain avec quelque chose qui s'apparente à la raison d'être et ne l'avait pas exprimé, soit comprennent la portée que peut avoir ce levier en termes d'alignement de l'entreprise. Et évidemment, si c'est que des paroles, ça ne marchera pas. Si c'est des paroles qui permettent de dicter des manières et des comportements dans l'entreprise, alors c'est très puissant. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? C'est l'article 1833, la raison d'être, la société à mission ou le mouvement qui a été lancé? Ce qui est important, c'est l'ensemble. C'est de ne pas s'arrêter à tel ou tel élément qui, pris seul, est anecdotique. Ce qui est important, c'est le mouvement que nous donnons, de considérer qu'il y a des fondamentaux culturels en Europe d'un capitalisme plus patient, plus inclusif, qui est d'ailleurs illustré par notre modèle social, parce qu'on peut critiquer notre modèle social, il n'en reste pas moins que la France est d'un des pays dans lequel la redistribution... plutôt les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine sont le plus fortement corrigées par rapport à énormément de pays de l'OCDE. Et c'est une forme de fierté que nous devons avoir aussi. Donc, au-delà de ça, c'est comment on construit un modèle qui n'est pas exactement dans les termes de modèle anglo-saxon. Et ça concerne d'ailleurs plein de sujets de soft law, de la comptabilité, en passant par la vision qu'on peut avoir de la compliance, en passant par la vision qu'on a de la mission des entreprises. Et je remarque une chose, c'est que d'ores et déjà, on a une différence avec le mode anglo-saxon, puisqu'en France, on parle des parties prenantes, et lorsque vous avez une OPA et que vous devez vous prononcer sur une OPA, vous vous prononcez par rapport aux actionnaires, par rapport à l'intérêt de l'entreprise et par rapport à l'intérêt des salariés. Là où, dans une vision plus anglo-saxonne, le sujet, c'est création de valeur, oui, non. Merci. Hélène Valade, vous êtes donc présidente de l'Observatoire de la RSE. La prise en compte de la RSE dans la loi est un combat ancien de votre observatoire. Qu'est-ce que, à votre avis, la loi Pacte apporte en la matière ? Alors, je rassure d'abord, Madame la Ministre, on est en ce moment 90 entreprises CAC 40 et SBF 120 à travailler sur la mise en place de la raison d'être. Et je pense qu'on n'a pas intérêt à se précipiter. Donc le succès de cette loi ne va pas se traduire par 100 raisons d'être qui sortent immédiatement, mais par des démarches qui se mettent en place, il me semble, parce qu'on parle tout de même de quelque chose d'assez révolutionnaire, qui effectivement n'est pas né avec cette loi. Cette loi, elle n'est pas sortie de nulle part. Cette loi, elle permet finalement d'entériner des travaux qui avaient été amorcés au sein d'un certain nombre d'entreprises, dont certaines étaient assez pionnières, et qui considéraient à prendre en compte les enjeux qui ont été décrits tout à l'heure par l'introduction de Marie-Claire Daveu, le climat essentiellement, la perte de la biodiversité, les inégalités, et de se dire au fond, une entreprise, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'elle est uniquement sur un marché financier ou est-ce qu'elle est également en société ? Et si on accepte cette idée de contribution à la société, alors on voit les choses un peu différemment. Et du coup, on travaille à mettre en place une performance globale de l'entreprise, qui est aussi une performance qui est capable de faire le lien entre du financier pur et de l'extra-financier, c'est-à-dire une performance environnementale, sociale et sociétale. Donc voilà, il me semble en tout cas que c'est une démarche. Et toi, effectivement, elle a créé pas mal de débats.
Je me souviens encore de la position du MEDEF qui était assez critique, qui est demeuré critique assez longtemps et qui, en début d'année dernière, a changé totalement de point de vue et a adopté sa propre raison d'être dans ses statuts. Du coup, voilà. C'est lié au nouveau président ou... Je pense que c'est lié à la fois probablement à un changement de président, mais aussi à quelque chose que Frédéric Dabi a très bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la montée en puissance d'une opinion publique qui en attend d'autres choses, qui en attend de sens sur la vie, sur la société. Est-ce qu'on est uniquement dans une société de consommation ou non ? Et ces attentes-là qui se cristallisent autour du climat aujourd'hui, on parle même de guerre climatique, qui sont aussi très portées par les jeunes, et je suis contente qu'ils soient dans la salle. Moi, je dialogue beaucoup avec ceux qui portent le manifeste pour un réveil écologique, sont là pour nous dire, mais attendez, si vous continuez comme ça, on va tous dans le mur. Et donc, les entreprises prennent cela, évidemment, en compte. Merci beaucoup. On va se tourner vers le juriste. Sur le plan juridique, la loi Pacte bouleverse-t-elle la situation des entreprises en matière de RSE ? Personnellement, je ne parlerai pas de bouleversement, mais plutôt d'accompagnement par la loi. Je parle de la loi Pacte en elle-même, d'un contexte général depuis plusieurs années qui est l'effondrement de la tolérance vis-à-vis des comportements non vertueux des entreprises et de leurs dirigeants. C'est quelque chose de très palpable au niveau des opinions publiques. Ça l'est aussi, en tant que juriste, au niveau des juridictions. C'est-à-dire que ça fait pas mal d'années que le parquet, d'une part, pour poursuivre, ou les juges pour juger, ont innové en matière juridique à droit constant, c'est-à-dire sans nouveau texte, comme la loi Pacte est un nouveau texte, sans nouveau texte, pour poursuivre ou entrer en condamnation contre des entreprises dont ils estimaient que le comportement n'était pas vertueux, et notamment en franchissant les barrières légales dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que s'intéresser à ce qui se passe au-delà des barrières, des frontières légales d'une entreprise devient absolument indispensable, puisque les juridictions, elles, ne se contentent plus de cette posture juridique qui était assez confortable et assez efficace, qui consistait à dire « moi, je ne suis pas responsable de ce que font mes fournisseurs, mes sous-traitants, etc. » Et de ce point de vue-là, il me semble que la modification de l'article 1833 du Code civil, dont on ignore à ce stade les exactes conséquences qui seront données par les juridictions et l'utilisation qui en sera faite par des organisations ou autres qui voudront poursuivre telle ou telle entreprise. Ça, je ne peux pas vous dire à ce stade exactement. Évidemment, ce sera utilisé. Mais de ce point de vue-là, je pense que c'est plus un révélateur pour les entreprises qui n'en étaient pas forcément conscientes que ces enjeux sociaux et environnementaux, si elles ne les prenaient pas en considération, de toute façon, les juridictions auraient tiré argument du droit constant pour éventuellement entrer en condamnation. C'est-à-dire, est-ce que votre cabinet a été beaucoup sollicité depuis les débats autour de la loi Pacte Oui, nous sommes beaucoup investis déjà dans les débats préparatoires à la loi Pacte. Et depuis, effectivement, nous intervenons beaucoup pour des entreprises. Je confirme qu'elles prennent leur temps et elles ont bien raison de prendre leur temps, non pas qu'il n'y ait pas d'urgence, mais parce que pour cette partie pure opportunité qu'apporte la loi Pacte sur l'adoption d'une raison d'être, qui n'est nullement obligatoire, ou le choix d'un statut d'entreprise à mission, si on se lance là-dedans, il faut le faire non pas par opportunisme, mais parce qu'on considère que, 1, c'est un engagement, 2, c'est une opportunité, et il va de soi que sur le plan juridique, ce sera entre guillemets, lourd de conséquences. En d'autres termes, je vais juste citer un exemple qui n'est ni sur les raisons d'être, ni sur l'entreprise à mission, mais sur le simple affichage de valeurs, qui est extrêmement fréquent aujourd'hui. Samsung, aujourd'hui, est poursuivi en France, au pénal, pour pratiques commerciales trompeuses, au motif qu'ils ont affiché des valeurs. En général, les valeurs qu'on affiche sont des valeurs plutôt nobles, et que Samsung aurait recours, je mets tout ça au conditionnel parce qu'évidemment je ne connais pas les faits, mais aurait recours au travail des enfants dans des pays où c'est probablement légal, mais le fait d'avoir recours au travail des enfants et les conditions dans lesquelles les enfants exerceraient serait manifestement contraire aux valeurs affichées. C'est bien le signe que, indépendamment de la loi Pacte, le parquet a trouvé le moyen dans le droit actuel de mettre en examen, on ignore évidemment quel sera le jugement final, mais a trouvé les moyens d'entrer, de poursuivre
Samsung, parce qu'il y avait une différence évidente entre les valeurs et ce qui serait les faits reprochés à Samsung. Donc évidemment, cette démarche, nous on accompagne beaucoup d'entreprises dans les projets de modification des statuts, la modification de leur gouvernance, même des choses plus originales comme la modification des règles d'intéressement des dirigeants, notamment dans le cadre d'un rachat d'entreprise, avec des critères extra-financiers. C'est-à-dire que la plupart du temps, évidemment, les dirigeants sont intéressés au fait que l'entreprise performe dans les années qui viennent, mais certains groupes peuvent dire « Moi, vous devez vous mettre en conformité avec ce que je considère comme étant mes règles RSE, et ça, c'est pas juste du profit, c'est un certain nombre d'objectifs, vous avez 5 ans pour le faire, et vous allez avoir un intéressement à le faire, un intéressement financier, à le faire, alors que ce sont des critères manifestement extra-financiers. Donc on a beaucoup, enfin, compte tenu de notre positionnement très multiservice, on intervient beaucoup pour des entreprises sur des aspects très divers de la RSE et éventuellement des conséquences de la loi Pacte. Merci. Jean-Marc Borrello, vous portez depuis longtemps l'idée d'un capitalisme d'intérêt général, mais vous dites souvent que les statuts ne font pas la vertu. Oui, Donc finalement, l'article 1833 et tout ça, c'est pas... Je confirme que les statuts ne font pas la vertu. Alors je l'ai surtout dit à l'époque où je présidais le mouvement des entrepreneurs sociaux, en ajoutant que, en qualité de fonctionnaire, j'avais contrôlé des associations de malfaiteurs, des coopératives d'imbéciles et des mutuelles dont les coûts de gestion étaient 3 fois supérieurs aux dividendes versés à des compagnies d'assurance. Donc je vous confirme que je n'imagine pas une seconde que les statuts fassent la vertu. On avait objectivement fait un pas en avant avec la loi Hamon concernant l'économie sociale, puisqu'on avait fait admettre à Benoît que des entreprises de capitaux pouvaient avoir un intérêt, une utilité d'intérêt général. Donc les choses ont avancé. Sans doute que le pas d'après, c'est de considérer qu'il n'y a pas 2 économies, c'est-à-dire une économie sociale et solidaire, même si elle a un siècle, même si elle a ses penseurs de Gide, Forest, etc. Et là aussi, puisque si depuis 1804, on s'est enfin décidé à faire évoluer quelques textes, on pourrait peut-être envisager que l'économie sociale et solidaire réfléchisse un peu. Il n'y a qu'une économie, et dans cette économie, ce qu'on dit aussi, c'est que les 3 piliers sont absolument indispensables. D'ailleurs, la RSE devrait finir par disparaître, puisque la RSE, c'est l'entreprise. Si on prend en compte l'économique, l'environnemental et le social, on va considérer que la RSE, c'est ni plus ni moins que l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a essayé à quelques-uns, et avec le groupe SOS en particulier, d'imaginer une entreprise d'intérêt général qui prendrait au même niveau l'impact économique, l'impact social et l'impact environnemental. Sans doute que le pas suivant, et si on veut définitivement échapper à l'idéologie, de considérer qu'il faut y avoir des instruments de mesure communs. Oui. Si chacun choisit les instruments de mesure qui l'arrangent sur chacun des secteurs, évidemment, nous aurons un concours Lépine de la vertu. Ça peut faire beaucoup. Mais objectivement, l'aspect économique aujourd'hui est parfaitement lisible. A priori, en prenant un peu de temps et le bilan comptable d'une entreprise, on peut avoir une idée de ses choix. Pour les aspects environnementaux et sociaux, c'est un peu plus complexe. Donc l'idée de réfléchir, mais je sais que nous sommes quelques-uns à y réfléchir depuis déjà quelques années, l'idée de pouvoir afficher sur chacun des piliers des mesures communes permettrait à l'entreprise d'avancer, mais objectivement, l'entreprise n'avance pas parce qu'elle est devenue vertueuse. Elle avance, et encore moins ses patrons, en tout cas en ce qui me concerne. Elle avance. Est-ce que la loi l'a fait avancer ? La loi permet enfin de mettre la réalité juridique au niveau de la réalité tout court. Ce que disait Xavier. Et moi, objectivement, je me suis beaucoup démené, y compris contre le MEDEF, pour appeler un chat dans cette histoire de loi Pacte. Et je considère simplement que c'est un facteur d'amélioration de la qualité de l'entreprise, des revenus de ses actionnaires, de la quiétude de ses salariés et du choix de ses clients. L'entreprise évolue parce qu'elle ne peut pas ne pas évoluer.
Une entreprise qui continuerait à avoir des comportements irrespectueux risquerait tout simplement de disparaître parce que ses clients l'exigent, parce que ses salariés l'exigent. Il y a 25 ans, là aussi, quand on allait prêcher à HEC ou à l'ESSEC sur l'économie sociale et solidaire, les mômes vous écoutaient poliment, parce qu'ils étaient polis, en se disant « il est sympa le monsieur avec ses trucs associatifs, mais enfin, on n'est pas venu à HEC pour gérer des ONG ». Eh bien, les mêmes, 25 ans après, pour plus de la moitié d'entre eux, postulent dans nos entreprises sociales à la sortie d'HEC. Pour les enfants des mêmes. Oui, ou les enfants des mêmes, oui, c'est vrai. Parce que, en plus, c'est effectivement souvent les enfants des mêmes. C'est une question à se poser d'ailleurs dans la reproduction des élites, mais passons. Et en tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que les clients sont très exigeants. Pour attirer des salariés de qualité, moi, mes camarades chefs d'entreprise me disent souvent comment fais-tu pour les faire travailler plus en les payant moins. C'est que j'avais sans doute pris un autre refrain qui a mieux fonctionné. Et enfin, un certain nombre d'investisseurs, et c'est né il y a déjà quelques années avec les fonds d'éviction aux États-Unis, puis l'investissement en finance responsable, aujourd'hui l'impact investing, considère aussi qu'on ne peut pas mettre ses économies ou son épargne dans n'importe quoi. À partir du moment où vos clients l'exigent, où vos salariés le souhaitent et que vos investisseurs y sont vigilants, quand on est chef d'entreprise, il me semble que mieux vaut prendre en compte les 3 piliers. D'accord, merci. Nicolas Guérin, votre PDG d'Orange, donc, a annoncé à l'AG du 21 mai dernier que le groupe allait lancer des travaux sur la raison d'être. Pourquoi ? Est-ce que vous avez eu des pressions amicales de votre principal actionnaire, l'État ? Alors, on n'a jamais de pression, qu'elle soit amicale ou non, notre actionnaire d'État. Il est un actionnaire de référence et donc il joue son rôle d'actionnaire de référence. Par contre, sur ce sujet-là, il a été effectivement très supportif. Je crois qu'on s'est tous, comme entreprise du CAC 40, posé la question de... Oui, elle est très bien comme réponse, très convenable. Madame Pannier-Runacher, c'est très bien. Plusieurs années d'entraînement. Je suis très fort sur la qualité du service d'Orange et sur l'actionnariat étatique. Pardon, je m'éloigne. Non, on s'est tous posé la question, en fait. Je pense que toutes les grandes entreprises se sont posé la question d'aller très très vite et de passer dans les AG de 2019 le sujet et d'être le primo, d'avoir l'avantage du primo-accédant, des premiers, vertueux, etc. Et finalement, en réfléchissant avec notre président au sujet, on s'est dit que c'était pas une bonne idée du tout. C'est pas une bonne idée du tout parce que, en fait, le sujet effectivement est extrêmement grave et très impactant. Et la situation de l'entreprise Orange à ce moment-là, au moment de cette réflexion, était comme aussi assez particulière. La performance économique pour l'entreprise Orange, c'est pas un sujet. On a énormément d'investissements, on se bat, on est très présent sur nos marchés. Donc, premier levier, je pense qu'on s'en sort assez bien. La performance sociale, on était effectivement, pour être très très franc et très direct, à une époque où on était en pleine crise sociale, enfin procès de la crise sociale. Et donc, on avait une affirmation, une conviction qui était qu'il ne pouvait pas y avoir de performance économique sans performance sociale et pas de performance sociale sans performance économique. Simplement rappeler que c'était le procès France Télécom. Le procès France Télécom des années... Au printemps dernier, donc 2007, à la fin du printemps. 2010, effectivement, le procès d'idées suicides. Donc on avait cette conviction que la performance sociale et performance économique étaient indissociables dans les deux sens. Et puis vient ce débat sur la performance sociétale. Et donc le raisonnement classique, logique, était de se dire que effectivement, pas de performance économique sans performance sociétale, pas de performance sociétale sans performance sociale, et réciproquement. Donc on s'est dit que finalement, il valait mieux poser ce débat, ne pas se précipiter et voir effectivement ce que voulait dire derrière cette performance économique, sociale. Donc ces 3 leviers, c'est comment concilier ces 3 leviers. Alors comment vous avez procédé ? Mais la réflexion suivante a été de se dire qu'on n'allait pas le faire en chambre. Et donc, comme on parle de performance sociale, de performance économique et de performance sociétale, il fallait le faire en conciliant toutes les parties prenantes, en consultant toutes les parties prenantes. Donc, ce qu'a annoncé notre président, c'est effectivement une grande consultation qui a commencé par une consultation des salariés,
Donc on a lancé un grand programme de consultation via Twitter au niveau international. Ça ne visait pas que la France, puisqu'on a visé l'Espagne, le Sénégal, l'Égypte, la Jordanie, le Brésil, le Maroc et bien d'autres pays du footprint Orange. On a eu une forte mobilisation des salariés. On a eu plus de 2400 propositions. Quand je dis propositions, c'est des rédactions, c'est du texte. Vous avez 150 000 salariés en tout. 150 000 salariés, donc 2400 ont fait des propositions de rédaction, de 13 000 effectivement commentaires, interventions. Ça a été lancé en juin. Donc là, le bilan que je vous fais, c'est en quelques semaines. Donc 13 000 réponses, 13 000 commentaires, likes, soutien de nos salariés, et ça va se poursuivre jusqu'en novembre. Oui. Est-ce que vous associez les parties prenantes, enfin l'externe ? Alors, ça, c'était la première étape, effectivement, qui a été lancée et qui se poursuit. La seconde étape, c'est d'associer nos parties prenantes externes et internes. Donc, on a effectivement une consultation en cours qui vient de commencer de nos administrateurs, puisque la société Orange a 7 administrateurs indépendants, 4 administrateurs représentant les salariés et 3 représentants. Je suis 3 représentants de l'État, même si 2 sont élus, mais bon, disons 3 représentants de l'État. Et donc on a une consultation de ces administrateurs pour avoir leur opinion, leurs propositions. On ne leur a fait aucune proposition, on les consulte à blanc. On a aussi lancé une consultation l'extérieur, donc sur toutes nos autres parties prenantes. On consulte nos sous-traitants, on consulte nos correspondants collectivités locales, nos élus nationaux. On a un panel effectivement de représentants de ces différentes fonctions et on va les interroger aussi dans les semaines à venir, sur le sujet. Et sur cette base-là, on fera un séminaire COMEX, donc comité de direction autour du président, pour préparer cette proposition enrichie de toutes ces contributions externes et internes. On a évidemment aussi un dialogue très très intense avec les organisations syndicales qui sont associées à ce débat-là, et on respectera tous les processus IRP, représentants du personnel nécessaires. Je veux juste rajouter un petit quelque chose. La dernière remarque qu'on s'est faite, c'est qu'on est en train d'établir notre plan stratégique 2025. Et donc on s'est dit que tout ça allait évidemment enrichir le plan stratégique 2025, et donc raison supplémentaire pour attendre. C'est-à-dire qu'on aurait eu modifié les statuts, adopté ensuite le plan stratégique sans avoir cette réflexion sur les moyens qu'on met au service de la raison d'être, aurait été peu raisonnable. Donc le but est bien de modifier les statuts. Le but est bien de modifier les statuts. Lors de l'Assemblée générale de l'année prochaine, qui aura lieu le 19 mai 2020, on fera une proposition, effectivement, qui devra être adoptée par notre Assemblée générale, je l'espère, avec le soutien de notre actionnaire de référence. Xavier de Kergomo, est-ce qu'il faut modifier les statuts ? Qu'est-ce que ça change de modifier les statuts ? Est-ce que ça donne une valeur plus grande au... Ça n'est pas obligatoire, et il y a des avantages et inconvénients à intégrer une raison d'être dans les statuts. L'intérêt de l'intégrer dans les statuts, c'est notamment pour les dirigeants, de pouvoir se prévaloir d'un soutien des actionnaires, d'un soutien massif des actionnaires, puisqu'il a fallu une assemblée générale extraordinaire. C'est moins souple aussi, et notamment dans ces débuts, entre guillemets, de la raison d'être. Le fait de l'intégrer tout de suite dans les statuts fait que si on se rend compte tout d'un coup qu'il y a quand même quelques ajustements à faire, quelques précisions à apporter, il faudra l'apporter au statut, avec ce processus nécessairement également plus lourd. Pour les dirigeants, c'est très engageant de l'avoir dans les statuts, parce que ça veut dire que quand même ils sont les garants de l'exécution des statuts, et que s'ils se sont éloignés de cette raison d'être, leur responsabilité peut être recherchée. Donc de ce point de vue-là, le fait, ce qui est le cas pour pas mal d'entreprises à ce stade, de le laisser en dehors des statuts, permet éventuellement de faire des ajustements en vue éventuellement d'une intégration dans les statuts ultérieurement. Le MEDEF, quand au début, Hélène Valade, vous le rappeliez, était assez opposé à cette évolution, en disant qu'on pouvait craindre une explosion des recours judiciaires. Vous y croyez ou c'est un risque ? Je pense que de toute façon, la tendance est lourde. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense qu'à droit constant, on aurait eu une explosion des recours judiciaires. Donc, c'est a fortiori, évidemment, plus vis-à-vis des grands groupes et des grandes entreprises, alors que l'article 1833 du Code civil s'applique à toutes les sociétés. Je continue de penser que c'est surtout vers les grands groupes et les grandes entreprises qu'en premier lieu, on va se tourner pour exiger une prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et d'être très proactif là-dessus. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de savoir quelle va être l'utilisation de ce nouveau texte, mais de toute façon, à mon avis, les entre guillemets grands procès climatiques, etc., sont devant nous,
pas uniquement pour la France et pas uniquement dans le cadre de la loi Pacte. Hein. C'est une tendance très lourde et portée par les opinions publiques et très largement relayée par les juridictions, en tout cas des pays de l'OCDE. Ça, vous hochez, Agnès Pannier-Runacher, le risque de juridique a été bien bordé? Je ne crois pas que le sujet soit sur le risque juridique. J'adhère à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, compte tenu de la sensibilisation du grand public, qu'il soit consommateur, salarié, enfin, partie prenante, voisin de l'activité économique et de l'entreprise, ces sujets-là vont nourrir des contentieux et on peut le faire, vous l'avez mentionné, ça peut être sur les valeurs, ça peut être sur le devoir de vigilance, qui est une loi de 2016. Ça peut être tout simplement sur un certain nombre de règles environnementales et de droit du travail qui sont quand même présentes et qui structurent assez fortement notre droit. Donc, en tout état de cause, je ne pense pas que le sujet soit la raison d'être est-elle bordée. La raison d'être, il faut le prendre comme une façon effectivement sérieuse de poser la question de la responsabilité sociale et environnementale. Je crois profondément que ça n'épuise pas le sujet de la responsabilité sociale et environnementale et qu'en tout état de cause, si vous pouvez très bien avoir une raison d'être, je pense à SOS, qui sera très colorée sociale et si vous respectez absolument pas les règles environnementales, que vous vous comportez comme un margoulin, et ben ça passera pas auprès du grand public. Et puis fondamentalement, le premier risque avant le risque juridique, c'est le risque réputationnel. Il y a deux combats aujourd'hui, c'est celui de la fidélisation des consommateurs et celui de la fidélisation des employés à un moment où, en tout cas au niveau des cadres, on est dans plein emploi et on est dans une guerre des talents. Regardez ce qui s'est passé sur le Dieselgate, c'est terminé en 6 mois. En 6 mois. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est pour ça que poser la question de la raison d'être, comme poser la question de la responsabilité sociale et environnementale, au fond, et je te rejoins complètement, c'est penser le futur de l'entreprise, penser les risques de l'entreprise. Lorsqu'on parle de reporting extra-financier, moi j'ai toujours considéré, quand j'étais dirigeante d'entreprise, que le reporting financier, ça me donnait une bonne vision sur le passé, que le reporting extra-financier, c'était pas inintéressant pour arriver à attraper ce qui risquait de nous tomber dessus en termes de risques futurs. Et un exercice tout simple, très intéressant, c'est de regarder la valeur de ces actifs au regard du changement climatique. Quand vous êtes dans un groupe de loisirs, je peux vous dire ça fait un peu peur. Donc ça, c'est des sujets très sérieux, très financiers, très business. Et lorsque la responsabilité sociale et environnementale rejoint le fond du business, le fond de l'activité et les attentes de ce qui est votre moteur, c'est-à-dire vos clients et les personnes que vous faites travailler, ce n'est pas évitable. Et c'est ça qu'on dit. Et au fond, la posture de l'État, c'est d'accompagner ces transitions-là, de les accompagner avec des instruments juridiques qui soient parlants, qui soient simples. La raison d'être, c'est assez simple. Mais vous avez, comme vous le citiez, l'article 1835 sur la prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux, qui sont finalement une synthèse de ce qui est en train de se passer. Donc le sujet, il n'est pas juridique. Hélène Balade, effectivement, est-ce que vous êtes de plus en plus sollicitée? Est-ce que votre association a le nombre de membres augmente? Est-ce que... Oui, alors absolument. Et le sujet de la raison d'être, d'ailleurs, nous amène un certain nombre de membres, puisqu'on a mis ça au cœur de nos travaux. Et je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois fondamentalement que ce qui est en jeu et au cœur de cette réflexion, c'est bien effectivement la réflexion sur l'ambition de l'entreprise pour le futur, mais pas simplement de l'entreprise, c'est-à-dire de l'entreprise dans la société, dans le futur. Cette tension entre le court terme et le long terme, elle est inclue, elle est intrinsèque aussi à cette notion de raison d'être. Au fond, la question qui est posée, c'est pas simplement quelle sera demain ma promesse client, mais quelle sera demain ma promesse société. Autrement dit, comment une entreprise comme celle à ma droite, comme celle membre de l'ORS, peut
raisonner sur des enjeux qui vont être les nôtres dans un certain nombre d'années, notamment l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, notamment cette guerre climatique sur nos actifs. Quelles sont les solutions que l'entreprise est capable de mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux-là? Et ce qu'il y a, il me semble en tout cas, de très puissant, c'est que derrière, il y a toute une mécanique de transformation qui est en train de se mettre en œuvre et qui touche l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise. Et en premier lieu, son modèle économique. On ne peut pas raisonner raison d'être d'une part et se dire par ailleurs qu'on reste dans un modèle économique traditionnel qui consiste à dire j'extrais des matières premières, je les consomme et je les jette. C'est plus possible. Donc ça s'accompagne aussi au fond d'une transformation d'un modèle qui de plus en plus est en train d'aller vers la circularité, vers la fonctionnalité, vers l'économie d'usage et qui incarne véritablement cette raison d'être. Même chose sur la comptabilité. On a parlé tout à l'heure de comptabilité environnementale. La semaine dernière a été lancée la chaire sur la comptabilité écologique. On ne peut pas continuer à mesurer nos comptes si on ne commence pas à réfléchir à la manière de donner une valeur à l'environnement et au social. Et c'est tout ce mouvement qui est enclenché. Peut-être que ça ne va pas assez vite, peut-être qu'effectivement il y a un certain nombre de risques, mais de toute façon qui aura été présent. Donc voilà, raison d'être, transformation et au fond prise en compte dès maintenant de la capacité de l'entreprise à répondre à des enjeux qui viennent. Quelqu'un comme Pascal Demurger, qui est le président de la Maïf, vient de sortir un livre qui pose véritablement la question du rôle de l'entreprise par rapport au rôle du politique et qui fait dire qu'effectivement l'entreprise doit devenir d'une certaine manière politique pour répondre à ces enjeux. Ça ne veut pas dire qu'il y a compétition entre différents types d'acteurs, ça veut dire probablement aussi qu'il y a de nouvelles alliances, des nouveaux liens à construire entre ces acteurs-là, c'est-à-dire le public, le privé et les ONG et le grand public. C'est cela, en ce moment, que l'on cherche à tâtons et c'est autour de cela que l'on travaille. Ce qui est quand même frappant dans le sondage qu'on a sorti dans La Croix ce matin, c'est que les patrons sont quand même plus dubitatifs que le grand public. 38% des patrons estiment que c'est qu'une démarche marketing, alors je crois que c'est 21% pour le grand public. C'est quand même... comment arriver à les convaincre? Jean-Marc Borrello. Et puis, une balade. D'abord, je ne suis pas persuadé que les patrons, globalement, soient une espèce particulièrement éclairée par rapport au grand public. Je suis désolé, mais j'en croise quelques-uns depuis 30 ans. Ensuite, ce qui va les convaincre, c'est que s'il n'y a pas de risque juridique nouveau, je pense qu'il y a des risques d'effondrement d'entreprise. Et il va falloir faciliter l'effondrement de ceux qui ne sont pas vertueux. Je pense que les patrons sont une race qui ont l'avantage d'être assez pragmatiques. Lorsque l'entreprise sera en danger, lorsque quelques entreprises se seront cassées la gueule, pour être clair, parce que pratiques insupportables, et j'ai le souvenir d'un marchand de chaussures de sport dont on avait découvert que les chaussures étaient fabriquées en Chine dans des caves par des enfants. Il est passé assez près du désastre. Je crois que le risque juridique, il n'est pas plus important que ce qu'il n'était avant que la loi Pacte soit promulguée. En revanche, le risque pour l'entreprise va devenir extrêmement puissant parce que le seuil de tolérance de l'ensemble de la société, alors sur un certain nombre de sujets, mais en particulier sur celui-là, s'est considérablement abaissé et que ces pratiques ne seront plus supportables. Donc le meilleur moyen pour faire avancer et faire en sorte que l'évolution soit une évolution des pratiques et pas une évolution de marketing, parce que le social washing, le greenwashing, on a vu passer ça, et même si la RSE a considérablement permis des évolutions positives, quelques-uns d'entre eux, il y a quelques années, ont considéré qu'il suffisait d'imprimer un luxueux catalogue en quadrichromie de 40 pages pour avoir l'air d'être très attentif à l'environnement. La réalité, c'est que ça ne passera plus. Le niveau d'abord, sans doute, le niveau de compétence de la population générale s'est élevé et le niveau de tolérance s'est considérablement abaissé. Donc,
Il s'agit certainement de ne pas aller trop vite, parce que ce qui serait dramatique, c'est d'annoncer des choses qu'on n'est pas capable de tenir. Et là, je pense très sérieusement que ceux qui imaginent qu'il s'agit d'une affaire de communication risqueraient d'avoir des effets des effets boomerang extrêmement difficiles sur les entreprises. Donc, lorsqu'on a défini la raison d'être, ça doit devenir une stratégie. Lorsqu'on a défini une marque, ça doit devenir une stratégie. On ne peut pas définir une marque et avoir des produits qui contredisent la marque en permanence, que ce soit avant ou après le vote de la loi. C'est plus supportable. Les valeurs qu'on affiche, ce sont les valeurs qu'on doit retrouver dans la pratique, dans la gouvernance et quelquefois dans les résultats de l'entreprise. Sinon, ça ne marchera pas. Merci beaucoup. On a un peu plus de 10 minutes. Je propose qu'on passe à des questions de la salle. Peut-être un étudiant d'HEC qui a réagi tout à l'heure sur la... Ah non, moi c'est AgroParisTech. Mais c'est pas loin. Parfait. Allez-y. Donc nous, voilà, on est dans la JO d'AgroParisTech et on est arrivé en début d'année pour prendre le nouveau mandat. Et ce qu'on a remarqué, c'est que on était à AgroParisTech, mais la JO faisait aucune RSE, donc on a trouvé ça bizarre. Et du coup, ça fait 1 an qu'on s'y intéresse, mais on est un peu perdu. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez mis en place ou qui vont être mis en place des organisations ou des supports pour aider les petites entreprises comme nous qui veulent se mettre à la RSE et ne pas faire n'importe quoi, justement. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de questions ? Manifestez-vous si vous voulez bien, s'il y a d'autres intervenants. Pour l'instant, non. Si non. Alors, on va vous répondre. Ah bah oui, bien sûr. Merci infiniment de votre question. Je pense qu'effectivement qu'un certain nombre d'écoles, AgroParisTech et aussi d'autres, ont bien raison de se mettre sur ce chemin de la RSE. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, y compris d'ailleurs dans l'intégration de la RSE dans les disciplines qui seront enseignées dans vos écoles. Et oui, venez nous voir à l'ORS. On a plutôt pour l'instant un public de grandes entreprises, mais on est en train de voir comment on peut répondre à des attentes comme les vôtres, parce qu'elles sont en train d'émaner d'un certain nombre d'autres types d'organisations que l'entreprise en tant que telle. Et voilà, donc on va répondre à cela. Donc oui, venez nous voir, je vous donnerai mes coordonnées tout à l'heure. Et effectivement, il y a des démarches, il y a des choses qui peuvent vous faire gagner du temps et on les mettra à votre disposition avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, dans la salle, je suis sûr que... ici, Monsieur devant. Deuxième rang, ici, s'il vous plaît. Mademoiselle, voilà. Monsieur, il y aura un monsieur ensuite derrière. Monsieur, deuxième rang. Barbu au centre. Au centre. Voilà. Voilà, le micro vous arrive. Présentez-vous, si vous voulez bien. Xavier Tedeschi, DRH du groupe Inotera, des laboratoires Inotera. Monsieur Guérin, vous nous avez parlé de vos parties prenantes, vous ne nous avez pas parlé des clients. C'est un monstrueux oubli. Évidemment que nos clients sont effectivement, on a un dialogue partie prenante permanent. Il est tellement ancré dans mes gènes que je l'oublie, vous voyez. Je vous en remercie. Non, on a effectivement des dialogues partie prenante avec tous nos clients sur tous nos produits et intégrant ce sujet-là très massivement. Client supportif, comme vous dites. Derrière, monsieur, attendez, transmettez, voilà, le micro juste derrière. Voilà, merci. Oui, merci. Jean-Luc Perron, Centre Younous Paris. Bon, la loi Pacte est une avancée décisive, même si c'est la consécration d'un mouvement plus profond qui traverse la société et que les entreprises avaient déjà assez largement endossé. Une question qui va faire débat, pour ne pas dire plus. Il y a quand même un petit oubli dans cette loi Pacte, rien sur les questions de rémunération, des inégalités et du creusement des inégalités dans les rémunérations dans les entreprises. Pourquoi ne pas aller vers d'abord la transparence pour avoir une vision claire de la répartition de la masse salariale par décile, par exemple, et de voir comment ça évolue dans le temps. Et puis, je pense que c'est un sujet qui ne peut pas être que franco-français, car très rapidement, on va dire, oui, mais les entreprises sont dans une concurrence très large, etc. Donc, est-ce que ça ne doit pas faire partie du modèle européen continental que d'avoir là aussi, je dirais, des incitations et des comportements qui répondent aussi aux attentes de la société, parce que là aussi la tolérance, à mon avis, a beaucoup baissé. Madame la ministre. Alors en fait, si, il y a quelque chose dans la loi Pacte, ça s'appelle l'index d'équité, qui va dans le sens que vous mentionnez, c'est-à-dire une
plus grande transparence et qui permettent de donner le rapport entre la rémunération moyenne dans l'entreprise, la rémunération médiane de l'entreprise et la rémunération la plus élevée. Et par ailleurs, je rappelle qu'on est un pays où l'on vote on donne pas juste, c'est pas pour information comme c'était le cas auparavant, on vote sur la rémunération des dirigeants avec une très grande transparence sur les éléments de cette rémunération, des proxys qui sont très actifs pour obtenir, puisque dans ces éléments de rémunération, vous avez en règle générale donc le fixe, le variable, vous pouvez avoir un flou sur un certain nombre de critères et on se drape dans notre dignité, enfin les entreprises, et disent, mon Dieu, ce sont des sujets concurrentiels, donc je ne peux pas vous donner les variables. En fait, il y a un travail qui est fait d'année en année qui permettent d'aller plus loin sur c'est quoi exactement ce sur quoi on juge la performance du dirigeant, et avec un élément qui est de ne pas juger la performance du dirigeant uniquement sur la performance financière. Il y a un travail qui est fait par un certain nombre de think tanks, et moi je soutiens très largement cette question de fixer des indicateurs de performance, et ça reboucle avec ce que vous disiez sur mesurons tout le monde à la même aune. Très bien, il y a les bidas, il y a la création de valeur boursière, il y a toutes ces sortes de choses, et au fond, comment on mesure aussi la performance RSE et comment elle est prise en compte dans la rémunération des dirigeants. Et ça, c'est un vrai travail où là, vous avez raison de mentionner qu'il faut l'entamer. Ensuite, sur la question des inégalités, l'index d'équité, je pense que c'est un élément assez puissant de comparabilité entre entreprises, de transparence, et c'est une première approche, ce qui ne nous interdit pas d'aller plus loin. Mais là encore, tous les ans ou tous les 2 ans, dans notre pays, il y a eu une amélioration sur cette transparence. Le rapport à la performance, et y compris la performance durable, et pas la performance financière qui est finalement, encore une fois, de mon point de vue, souvent le reflet du passé. La performance durable étant quelle est la pérennité de l'avenir de l'entreprise dans la durée. Et lorsqu'on parle de raison d'être, on revient aux fondamentaux. Est-ce que cette entreprise, elle a une utilité sociale collective, c'est-à-dire que le jour où elle est amenée à disparaître, ça pose un problème, ou est-ce que le jour où elle est amenée à disparaître, finalement, c'est pas un sujet? Mais ça veut dire quelque chose de profond derrière, et c'est ce lien entre l'entreprise et la société. Moi, j'y crois profondément. Donc, on fait des pas en avant. Il y a des choses dans la loi Pacte. Vous avez raison de dire qu'on peut aller plus loin. Laissons vivre cette loi Pacte et soyons aussi exigeants sur les conditions de rémunération long terme qui prennent en compte des facteurs extra-financiers et sur le rapport à performance extra-financière, sanction ou pas sanction, lorsqu'il y a matériellement des difficultés. Merci. Nicolas Guérin, pendant que je vous tiens... pardon. Juste une question. Est-ce qu'il y a des critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants d'Orange? Oui, tout à fait. On a une rémunération qui est très complexe et qui tient compte à la fois des performances sociales et des performances sociétales. Donc c'est intégré depuis longtemps. Pour rebondir, juste une expérience sur une assemblée générale d'un groupe comme Orange, vous avez 6 résolutions qui sont consacrées à la rémunération des dirigeants sur une vingtaine de résolutions. Donc vous voyez le temps qu'on passe dans une assemblée générale sur le vote de ces résolutions, sur leur explication. Donc la transparence est totale, les proxys nous regardent de très près. Je peux même regretter qu'on passe presque plus de temps sur les rémunérations que sur les investissements. Mais c'est une remarque très personnelle. Alors, tout en haut, on a une question. Si vous êtes équipé, monsieur, je vous en prie. Bonjour, Maxime Bellini, HEC Paris. Je vais paraître faussement indigné par le propos de monsieur Borrello, même si je partage malheureusement son constat. Cependant, les choses changent et ce serait avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur notre magnifique campus de Jouy-en-Josas. Plus sérieusement, j'ai une question. Allez-y. Merci beaucoup. Plus sérieusement, j'aimerais savoir comment est-ce que vous envisageriez le fait que l'ESS, qui est quand même précurseur en termes de développement durable, pourrait influencer la politique RSE des entreprises? Alors d'abord, l'ESS n'a pas été du tout précurseur et exemplaire sur les sujets du développement durable. Paradoxalement, des entreprises dont l'objectif était strictement social, sanitaire, éducatif, ont mis très longtemps, et dans un certain nombre de cas plus longtemps que les grandes entreprises du CAC 40, à s'intéresser à leur impact écologique. Alors il y avait d'abord sans doute un sujet générationnel
c'est que ces entreprises ont été créées par des brontosaures de mon genre qui n'avaient donc pas forcément, il y a 45 ans, les mêmes préoccupations. Et ensuite, alors, le groupe SOS, objectivement, s'est intéressé à ces sujets parce que la transition écologique est un grand secteur, que les fermes d'avenir sont dans le groupe SOS, enfin qu'il y a un certain nombre de sujets qui depuis longtemps sont en cœur de métier, mais globalement le secteur est en train de rattraper son retard, mais n'était pas spécialement exemplaire sur ces sujets-là. Ensuite, nous, alors évidemment, les facteurs économiques ou financiers ne sont pas du tout pris en compte dans la rémunération. Nous avons un peu le travail inverse à faire, c'est-à-dire nous venons de découvrir d'abord que les entreprises de l'ESS, ce qui est le cas du groupe SOS, avaient une valeur, à défaut d'avoir des actionnaires. Aujourd'hui, le groupe SOS a une valorisation d'1 milliard. Donc on a découvert un jour qu'une corne nous avait poussé sur le front. Et lorsqu'on nous a dit que nous étions une licorne, on nous a dit, mais c'est la valeur liquidative nette, c'est 1 milliard, donc vous êtes une licorne. Et donc ça a commencé à poser quelques questions à nos camarades du groupe SOS qui n'avaient pas du tout prévu d'avoir une corne sur le front 35 ans après avoir créé une petite association. Donc le sujet que nous avons à faire, c'est sans doute travailler en permanence avec les grands groupes. D'ailleurs, nous avons des COMEX to COMEX avec Orange, enfin pour SOS, on a des COMEX to COMEX avec Engie, on a des COMEX to COMEX avec La Poste, ce qui veut dire que les dirigeants du groupe rencontrent les dirigeants des grandes entreprises de manière à voir comment on peut évoluer ensemble. Et je pense que le vrai sujet, c'est sûrement pas de se combattre ou de mesurer la taille du secteur, 10% de l'économie et économie sociale. Enfin, en plus, on rajoute pour ça des carpes et des lapins, donc tout ça n'a aucun sens. L'idée, c'est qu'est-ce que vous savez faire de mieux et en quoi nous pouvons apprendre les uns des autres. D'ailleurs, avec Engie, nous répondons, le groupe SOS est présent dans une quarantaine de pays, nous répondons ensemble à des appels d'offres internationaux. Donc la maison Engie et la maison SOS, on travaille avec Orange sur des projets communs, voire des projets de filiales. Je crois que le sujet, c'est vraiment de dépasser ce que les uns et les autres sont. Il y a sûrement des choses qu'on sait un peu mieux faire, entre autres attirer des jeunes talents, et vous avez raison, il faut que je retourne à HEC, parce que... Mais il y a objectivement beaucoup de candidatures spontanées de chez vous et d'ailleurs, donc on est devenu un peu plus paresseux sur le recrutement. Et il y a des choses où nous avons besoin d'apprendre. Le passage à l'échelle, en particulier, alors c'est un peu moins vrai pour la maison SOS et ses 18 000 salariés aujourd'hui, mais je pense que ce secteur doit apprendre à grandir. Et pour apprendre à grandir, il faut apprendre à industrialiser un certain nombre de process. Et de ce point de vue-là, les grands groupes ont certainement beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, construisons des ponts plutôt que des murs. Et là aussi, entre entreprises, considérons que l'entreprise d'intérêt général, c'est à la portée de chacune et chacun d'entre nous. Dernière question. Oui, il y avait une dernière question tout en haut. Voilà. Charlotte Thévenet, directrice Voilà, RSE. ce sera la dernière, hein, je vous en prie. Directrice RSE du groupe Albioma. Vous êtes tous unanimes sur le fait qu'inscrire la raison d'être dans les statuts, c'est un véritable choix et une vraie prise de conscience et qui peut être lourde de conséquences. Est-ce que vous pourriez détailler en quelques mots les risques, quelques risques qui pourraient porter justement sur les dirigeants, voire en illustrant avec un cas fictif, pour bien mesurer le... À qui posez-vous la question? À qui s'adresse-t-elle? Peu importe. Je citais tout à l'heure l'exemple de Samsung. Encore une fois, on n'a pas du tout la décision finale, mais simplement poursuivi pour une différence entre les valeurs affichées et ce qui serait la réalité sur le terrain. La raison d'être de deux choses l'une. Soit, en fait, on va faire quelque chose d'assez, permettez-moi de porter un jugement, d'assez creux, c'est-à-dire pas très engageant, voire même pas très compréhensible. Et comme ça, on dira, bah, nous, on a fait notre raison d'être, on l'a mis dans les statuts, formidable, alléluia. Auquel cas, évidemment, là, les risques sont limités, si ce n'est les risques réputationnels, c'est-à-dire que concrètement, assez vite, on se rendra compte que ça n'a aucune portée, que ça ne servait à rien. Soit la raison d'être est quelque chose d'engageant, et quand je dis engageant, c'est de mon point de vue, plus c'est court, plus c'est engageant.
Et il faut quand même prendre, de mon point de vue, quelques précautions de rédaction, c'est-à-dire que dans la raison d'être, à mon avis, il faut se fixer des objectifs et non pas que la raison d'être soit le reflet d'une réalité du moment. On ne va pas en 24 heures passer d'une situation qui est ce qu'elle est, quelle que soit l'entreprise, à une situation parfaite. Ça n'existe pas. Aucune entreprise n'est parfaite de ce point de vue-là. Donc, c'est dire, on va se fixer des objectifs et ensuite, et c'est notre rôle aussi, c'est de mettre en place des outils de conformité qui font qu'on se met en cohérence par rapport à ces objectifs. C'est-à-dire qu'on se met en ordre de bataille pour progresser. Et moi qui suis un obsédé de la cohérence, le conseil que nous donnons, le conseil général, au-delà des conseils particuliers qu'on donne à nos clients, en la matière, c'est soyez cohérents. Vous prenez des engagements, personne ne vous oblige à les prendre, si ce n'est, encore une fois, l'article 1833 du Code civil, mais sinon, personne ne vous oblige à afficher une raison d'être. Si vous le faites, faites-le non pas par opportunisme ou par greenwashing, faites-le parce que vous considérez que c'est une opportunité pour l'entreprise et que vous allez vous donner les moyens de parvenir à vos objectifs ou de tangenter vos objectifs et mettez en place les outils qui permettront d'atteindre ces objectifs et de contrôler qu'on ne dérive pas, parce que concrètement une raison d'être, ça a des impacts sur la gestion des ressources humaines, sur le parc immobilier. Si vous dites que vous êtes très impliqué sur les données environnementales et que vous avez un siège social qui n'est pas isolé, etc., qui surconsomme évidemment, eh ben vous êtes en contradiction. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas afficher une raison d'être, mais vous devez vous mettre en ordre de bataille pour arriver aux objectifs poursuivis. Sinon, effectivement, juridiquement, ça sera utilisé contre vous, au sens l'entreprise et les dirigeants éventuellement, pour non-respect de cette raison d'être. Merci, Maître. Je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette première table ronde, s'il vous plaît.